On se sent forcé d'aller dans la politique parce que en fait, tout ce qu'on a pu tenter, tout ce qui a été tenté en tout cas, n'a pas marché. Vous êtes des activistes, vous êtes des militants, autrement dit, ce qui est une insulte suprême, c'est-à-dire que vous n'êtes pas rationnel, quoi. L'année 2018 est marquée par les marches pour le climat, où des milliers de personnes descendent dans les rues pour réclamer des mesures écologiques fortes et immédiates. Celle qui a vu la fin des La dinosaures. première est évidemment climatique, il pleut de moins en moins dans le pays, les températures atteignent des records l'été au-dessus des 50 degrés, ce qui provoque une évaporation des eaux. is very unfair to the United States. Une référence, rapport spécial du GIEC, les experts du climat de l'ONU, le 4e en moins d'un an, qui nous dit que le réchauffement va avoir des conséquences dramatiques sur les océans et sur les... Chez les étudiants et les jeunes diplômés, on s'interroge. Dans les grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, les étudiants prennent la parole, formulent à haute voix leurs doutes et leurs critiques. Il est urgent d'entamer un virage radical, car tenter de résoudre à la marge des problèmes, sans jamais remettre en cause les postulats mêmes du système dans lequel nous vivons, ne suffira plus. On ne négocie pas avec les limites planétaires et climatiques. Tous sont élèves ou diplômés d'une grande école. Certains refusent de travailler au service d'entreprises polluantes, d'autres ont décidé de boycotter le secteur privé, voire de déserter le monde du travail. Ces derniers mois, ils ont fait entendre leur voix bien au-delà de l'enceinte de leurs écoles. Je m'appelle Pauline Payassa, je suis journaliste. Ce qui est certain, Vous écoutez Les Refuseurs. c'est qu'en tant que personne exerçant un poste de haut niveau, mon potentiel de nuisance environnementale sera probablement bien plus élevé que la moyenne. Un podcast lesjours.fr. Et moi dans tout ça, je fais quoi ? Épisode 5. On l'a vu, des ingénieurs qui sortent des sentiers battus, ça n'est pas spécialement une nouveauté. Mais la nouveauté, c'est la dimension que ça prend et la nature des revendications qui se cachent derrière ces bifurcations. Antoine Bouzin est doctorant en sociologie à l'Université de Bordeaux. Il travaille notamment sur le sujet du militantisme chez les ingénieurs. Et s'il a choisi ce sujet d'étude, ça n'est pas tout à fait un hasard. Il a lui-même fait des études d'ingénieur spécialisées dans l'hydraulique et la mécanique des fluides. En 2020, il a consacré son mémoire au militantisme vert des ingénieurs. Donc bonjour Antoine Bouzin, depuis quelques années vous travaillez sur la question de la politisation et de l'écologie chez les ingénieurs. Est-ce que depuis le temps que vous travaillez sur ce sujet, vous avez vu une nette évolution de ces questionnements ? Des ingénieurs qui quittent le milieu de l'ingénierie, c'est pas quelque chose de nouveau en soi. C'est juste qu'avant, c'était pas nécessairement publicisé, c'était une question qui semblait extrêmement individuelle. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a notamment changé avec le discours des agro-paritech, c'est que la bifurcation devient une revendication politique. Et ça, c'est quelque chose d'assez saisissant, parce que on est face à une frange des élites qui se révolte. Et ça, c'est de la part des ingénieurs qui sont réputés pour leur docilité, leur adhésion finalement à des normes dominantes, à des normes du champ du pouvoir. Bon, effectivement, ça surprend et ça a suscité des réactions outrées, coléreuses, méprisantes d'un certain nombre d'acteurs, de groupes sociaux en tout cas, parce que c'est pas un effet de mode et ça tend plutôt à s'amplifier. Pour moi, on est clairement sur un accroissement de l'ampleur de... Après, est-ce que de là à dire que c'est un phénomène majoritaire en école d'ingénieurs ? Je pense pas. Ce qu'on observe, c'est qu'on a une augmentation tendancielle des gens pour qui c'est très très important, qui vont avoir envie de conformer et leur trajectoire professionnelle et leur mode de vie à ces enjeux-là, et une augmentation aussi tendancielle des gens qui sont sensibles et pour lesquels l'écologie, c'est pas juste un stigmate de gens engagés politiquement à gauche. Et pourquoi on assiste à un élan de politisation comme ça ? Mais d'abord, quel rapport les ingénieurs ils ont aux politiques, à la notion de politique ? Il faut savoir que les ingénieurs, historiquement, en France, ce sont des hauts fonctionnaires. Voilà, je veux dire, à partir du 19e siècle, même un peu avant, c'est des ingénieurs qui intègrent les grands corps, donc ces entités administratives au sein de l'État, du royaume, puis au sein de l'État national. Voilà, les ingénieurs, historiquement, ils appartiennent au champ du pouvoir. Si je prends les termes de Bourdieu, ils font partie des élites, ils circulent entre des milieux économiques, politiques, administratifs, etc. Et c'est quelque chose qui va beaucoup changer pour plusieurs raisons, notamment le fait que va s'ancrer cette séparation conceptuelle entre les sciences et techniques
et le reste de la société. Et il y a aussi le fait qu'il va y avoir une massification des titres d'ingénieurs. Le champ de l'ingénierie va grossir en termes de nombre d'individus qui sont diplômés. Donc vous avez une massification des titres, et donc vous avez en conséquence une dévaluation relative, évidemment relative, parce que vu qu'il y a beaucoup plus d'ingénieurs aujourd'hui, il y a moins cette notion de rareté, hein, donc nécessaire, la valeur en absolu, elle diminue un peu, mais il reste une diminution relative par rapport au reste des titres scolaires. Donc les ingénieurs d'État, ils existent toujours, sauf qu'aujourd'hui c'est peut-être 0,05% des ingénieurs d'activité, et vous avez aujourd'hui 95,5% des ingénieurs qui sont des ingénieurs, on va dire, civils ou industriels. Mais ça peut être travailler aussi dans le secteur du conseil, ça peut être travailler dans tout un tas de secteurs, des bureaux d'études par exemple aujourd'hui. Donc ils sont fort éloignés des considérations politiques. Enfin, la dimension politique, elle est beaucoup moins perceptible. Elle existe, et nécessairement, parce que quand on conduit des travaux, il y a des volontés politiques derrière. Mais en tout cas, elle est beaucoup moins perceptible ou beaucoup moins interprétée en tant que telle que quand vous êtes dans un ministère et que vous décidez concrètement des réglementations, des politiques publiques, etc. Donc vous avez beaucoup d'ingénieurs qui, effectivement, ont un rapport à la politique qui est très, on va dire un peu contrarié. Ou dit plus explicitement, c'est qu'ils considèrent que la politique est un univers un peu irrationnel, c'est-à-dire où les gens n'utilisent, où en fait on se saisit pas du savoir scientifique pour prendre des décisions, où en fait c'est une affaire de croyance, de charisme, entre guillemets celui qui parle le plus fort, donc quelque chose en soi d'irrationnel qui ne mobilise pas la raison objective, neutre et méthodique. Et donc il y a beaucoup d'ingénieurs qui donc délégitiment, décrédibilisent le milieu du politique pour ces raisons-là. D'autre part, il y a aussi cette appréhension, ce malaise vis-à-vis de la conflictualité sociale. Parce que il y a aussi une certaine vision des sciences qui est bien située et qui a été largement critiquée depuis. Mais l'idée que la science finalement a tout le temps raison, produit des savoirs infaillibles, et il y a cette idée que finalement la science est un peu au-dessus de la mêlée, que la science finalement ça serait un peu l'outil ultime pour pouvoir prendre des décisions, et en fait finalement le monde scientifique c'est un monde irénique, une approche complètement erronée du milieu scientifique. Et donc cette idée que les gens sont irrationnels et qu'en fait avec la science on est au-dessus de ça finalement, on est au-dessus de ces conflits de valeurs qui sont encore une fois, je me répète, mais irrationnels. Donc finalement s'engager pour des enjeux sociaux et politiques dans le cadre de son travail, vous êtes pris pour un militant, mais c'est quelque chose qu'on retrouve encore, hein. Genre, vous êtes des activistes, vous êtes des militants, autrement dit, ce qui est une insulte suprême, c'est-à-dire qu'autant dire, vous n'êtes pas rationnel, quoi. Donc il faut évidemment mobiliser des savoirs scientifiques pour être légitime à la fois pour soi, mais aussi pour les autres, et notamment ses collègues, ce monde professionnel. Alors vous dites que justement pour les ingénieurs, c'est pas du tout instinctif de se politiser comme ils le font actuellement, et pourtant on en voit de plus en plus qu'ils le font. Comment ça se fait et comment l'expliquer ? En général, il y a beaucoup de choses qui sont tentées, et finalement la politique est un peu la dernière arène à tenter. On a tenté plein de trucs, ça nous donne pas envie d'aller dans l'affaire de la politique, on n'est pas attiré naturellement par la politique, on n'est pas, l'idée de défendre un dogme, et ça nous semble irrationnel, mais en fait on se sent forcé d'aller dans la politique parce que en fait tout ce qu'on a pu tenter, tout ce qui a été tenté en tout cas, n'a pas marché. Ça fait le GIEC est créé depuis 1988, donc ça fait plus de 30 ans. On n'a jamais eu autant de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On a parlé de développement durable, de DDRS, de RSE. Bon, les effets sont toujours extrêmement décevants. Donc en fait, la politique, c'est un instrument qui est utilisé de manière pragmatique. C'est-à-dire qu'on y va parce qu'on n'a pas le choix, quoi. Et donc il y a un intérêt, donc il y a des lectures, il y a la confrontation d'idées, et très vite, ça dépasse juste l'usage instrumental. C'est que du coup, il y a un intérêt qui commence à se faire sentir, et donc vous avez parfois des discussions de sourds entre des élèves ingénieurs qui se sont saisis d'une littérature politique, écologique, ça peut être l'effondrement, la collapsologie, les low-tech, tout un tas de choses, ou même des textes d'écologie politique des années 1970, hein, Jacques Ellul, André Gorz, Ivan Illich, etc. Et des personnels de direction qui ont été formés dans les années 50, 60, 70, où la science, il est évident que c'était le progrès. Bon là, effectivement, il y a une anomalie qui s'appelle l'urgence écologique et qui interroge sur effectivement qu'est-ce qu'il faut faire et comment on réévalue et les sciences et les techniques et l'ingénierie à l'aune de cette anomalie-là. Mais ça prend du temps. Il y a des inerties organisationnelles, il y a des inerties liées à des traditions au sein des organisations. Et encore une fois, il y a peu d'espace et de lieux pour débattre de ces sujets-là. Alors vous expliquez dans votre mémoire que l'engagement des ingénieurs, il n'est pas tout à fait pareil à l'engagement des citoyens ordinaires, entre guillemets, parce qu'il est très basé sur des connaissances scientifiques. Ces ingénieurs-là, ils lisent le rapport du GIEC, ils regardent les conférences de Jean-Marc Jancovici, mais à l'intérieur de cet ensemble, il y en a qui se distinguent, ce sont les ingénieurs agronomes. Est-ce que c'est surprenant, du coup, que l'étincelle, elle soit venue de ces ingénieurs-là ? Je suis pas étonné qu'il y ait
un engouement plus collectif sur cette catégorie de discours en agro. Pour plusieurs raisons, je pense pour des questions à la fois historiques et traditionnelles de la formation des ingénieurs agronomes et de la spécificité de leur secteur d'activité ensuite. Oui, les ingénieurs agronomes ont à mon sens, une identité collective qui est beaucoup plus prononcée que les autres ingénieurs. Ça, pour moi, c'est une évidence. Et donc, il y a cette raison-là. Il y a aussi le fait que les ingénieurs agronomes soient en général en bas de la hiérarchie sociale des ingénieurs, quoi. Je veux dire, c'est terrible à dire, mais c'est quelque chose qu'on observe empiriquement. Mais en général, voilà, si on a fait des mathématiques, on s'estime au-dessus des autres ingénieurs, notamment agronomes, moi j'ai pu entendre des propos absolument odieux à l'égard des ingénieurs agronomes, donc on appelait ingénieurs légumes ou patates ou peu importe. Et donc c'était autant d'adjectifs dépréciatifs pour se distinguer d'eux, parce que voilà, nous on fait des mathématiques, donc nous on fait de la vraie ingénierie. Donc là on est dans une lutte sur c'est quoi la bonne définition de l'ingénierie, donc c'est quoi la bonne science de l'ingénieur. Le fait d'être un peu marginalisé, ça soude aussi dans un réflexe défensif. Donc je fais un peu de sociologie à couper au couteau là, mais il y a cette dimension-là qui n'est pas complètement inexistante. Et les ingénieurs agronomes, pour finir, ils ont dans les écoles d'agronomie, il y a beaucoup, en général, tendanciellement beaucoup plus de sciences humaines et sociales que dans les autres écoles. C'est beaucoup mieux accepté par les enseignants et les enseignantes, mais pour plusieurs raisons, dont une qui va sembler évidente, c'est que le monde de l'agronomie, le secteur de l'agriculture et de l'alimentation est un secteur où il y a beaucoup plus de controverses publicisées que d'autres secteurs. C'est-à-dire que là, on parle des jets, mais on parle des jets depuis 3 mois. Enfin, je veux dire, sur la question des OGM, du modèle d'agriculture industrielle, sur les pesticides, sur tout un tas, c'est que l'agriculture ne cesse d'être en controverse. Mais du coup, ça nécessite effectivement de développer des savoirs et des savoir-faire pour prendre ça en compte. C'est pas pour dire c'est ça la vérité, mais dire on va nécessairement dans le cadre du travail avoir affaire à ces controverses-là qui peuvent être très virulentes, qui peuvent être très violentes. Il faut qu'on sache s'en sortir en fait. Mais n'empêche que dans d'autres situations, notamment les questions d'urgence écologique, les savoirs acquis grâce aux sciences humaines et sociales peuvent être utilisés différemment et faire développer une réflexivité qui est autre que celle qui peut être développée dans les autres catégories d'écoles d'ingénieurs, quoi. Alors on voit que les choses changent, visiblement qu'elles évoluent petit à petit. À Centrale Nantes par exemple, il y a eu un cursus qui vient d'être ouvert qui est consacré au low-tech, donc les technologies qui sont peu gourmandes en énergie. Mais ce qui est troublant, c'est que visiblement c'est jamais les meilleures écoles, enfin en tout cas ce qu'on appelle les meilleures écoles qu'on met souvent dans les têtes de classement, qui font les plus gros efforts. C'est même au contraire celles qui sont le plus à la traîne. Donc effectivement, vous avez des établissements où il y a un moment où ça peut être le départ d'un directeur ou d'une directrice qui était hostile, ou le fait que telle personne obtienne des responsabilités, il se trouve que cette personne, elle a saisi ces intérêts-là et essaie de les pousser. Ça peut être également des partenaires industriels qui disent, et moi j'ai rencontré aussi ce cas de figure, des partenaires industriels, alors en général ils ne sont pas au diapason sur ce discours-là, mais vous en avez qui disent, en fait c'est vrai que il y a des problèmes de recrutement, et de la circulation des intérêts et de la manière dont les rapports de force s'établissent encourage ou pas au changement de formation. Et c'est vrai que dans les écoles les plus prestigieuses, vous avez une inertie parce qu'il y a aussi il y a un risque de baisser dans les classements, d'être moins attractif par rapport aux étudiantes, par rapport aux partenaires industriels, par rapport à tout un tas de choses. Donc finalement, il y a peut-être davantage de souplesse dans les établissements qui sont moins proches des champs de pouvoir, c'est-à-dire des écoles qui ne sont pas Polytechnique, les mines, Centrale Supélec, les ponts et chaussées, etc., AgroParisTech. Donc il y a peut-être plus de latitude dans ces organisations-là parce que peut-être que les intérêts sont moins cristallisés, parce que avec peut-être un peu moins d'enjeux, en tout cas symboliquement parlant. Donc voilà, c'est une hypothèse. C'est mon hypothèse sur la question. En fait, les grandes écoles seraient celles qui changent le plus lentement parce que ce seraient les écoles qui auraient le plus à perdre. D'ailleurs, comment ces évolutions sont-elles accueillies dans les établissements ? Comment réagissent les professeurs, les directions, les encadrants ? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Mais il y a un regard critique qui est quand même assez peu développé. On nous enseigne peu à avoir un regard critique sur la finalité du travail qu'on mène. Quelles sont les compétences dont nous avons besoin pour être au XXIe siècle ? De mon point de vue, ce ne sont pas celles qui sont délivrées actuellement dans les écoles d'ingénieurs, encore moins dans les écoles de commerce, parce qu'en fait, ces écoles sont des écoles du XXe siècle, voire du XIXe.
Vous venez d'écouter le 5e épisode des Refuseurs, un podcast du média Les Jours. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et SoundCloud et sur notre site lesjours.fr.